brillant, rejoins le parti sans pilon. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bonsoir à toutes et à tous, comme d'habitude un grand plaisir le lundi soir de recevoir notre duo. On commence par les dames, vous permettez? Toujours. Aurélie Gros, bonsoir. Bonsoir. Ça va, en forme? Très bien, il fait gris. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis Rémi André l'a confirmé, ça allait tout à fait, pas franchement s'améliorer. Et Stéphane Pellet, bonsoir Stéphane. Désolé de vous dire, il y a des rayons de soleil en France, mais au bord de la Méditerranée. Ça, c'est le côté un peu chambreur qui vous caractérise. Vous, le sudiste, c'est pas ça Si, mais il va falloir se poser des questions, hein, parce qu'il nous provoque trop souvent, je trouve, monsieur Pellet. Ça n'empêche pas que c'est une bonne manière de vous annoncer que cette année, le sommet citoyen, pour lequel d'ailleurs Sud Radio est partenaire, et puis partenaire de toutes les étapes régionales, mais je pense qu'Aurélie va nous les raconter rapidement, il se passe à Lille. Donc, vous voyez, on accepte de se décentraliser jusqu'au bord de la mer du Nord. Mais vous savez que les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Alors à Lille, contrairement à ce qu'on pense, il fait toujours très beau. Moi, je crois que j'y vais, c'est un grand soleil. C'est une ville très agréable. Et on a fait d'ailleurs l'ouverture des étapes régionales à Lille avec la grande réunion sur la santé. On a écrit une loi de programmation santé avec une centaine de professionnels, de patients. C'était passionnant. Sous la houlette du docteur Chiche, dont c'est l'anniversaire. Arnaud Chiche, on lui souhaite un bon anniversaire. Le collectif Santé en danger. Exactement. Et on va bientôt, après les étapes Noël et Jour de l'An, pour la rentrée, nous allons aller du côté de Nice le 25 janvier pour la grande réunion sur la justice avec nos amis Amour de la justice. Et le partenariat de Nice Matin, puisque ça se passera dans les studios de Nice Matin sous la forme d'une émission télé toute la journée qu'on pourra suivre. Voilà, et vous êtes partenaire, cher ami. Absolument. Le 11 février, juste avant la Saint-Valentin. Le Saint-Valentin, c'est le 14. C'est le 14. Non, mais je vous le rappelle, parce que les hommes, généralement, ils oublient beaucoup. Donc, on sera à Paris pour la grande réunion sur le handicap, pour les 20 ans de la loi handicap à l'INJA. Donc, ça va être une très, très belle réunion. Le 29 mars à Toulon pour la culture dans le beau théâtre, la belle scène nationale de Charles Berling, notre ambassadeur, dont on est très fiers. Le 26 avril à Marseille pour la réunion sur la jeunesse avec nos amis de Melting Pot notamment. Et des influenceurs marseillais. Donc, on en reparlera. Comment on peut faire vivre la démocratie avec des formes justement bien différentes. Et on va en parler tout à l'heure. On finira ce Tour de France presque, le 2 et le 3 mai, sur les enjeux écologiques et le changement climatique et l'agriculture, dans la Drôme, dans un petit village à Saint-Sauveur-Gouvernet, village de quelques habitants et dans des exploitations agricoles. Et on remercie à cette occasion la maire de Saint-Sauveur-Gouvernet qui nous accueillera. Eh bien, on l'embrasse déjà et on la remercie. Elle est au sommaire ce soir. 4298 accidents corporels de la circulation routière ont été recensés par les forces de l'ordre sur les routes de France métropolitaine en septembre 2024. Alors que les jours raccourcissent, le conseil de ce mois s'adresse particulièrement aux piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes pour leur rappeler l'importance de se rendre visible, mais également aux automobilistes qui doivent redoubler de vigilance vis-à-vis de ces usagers vulnérables. Un seul mot d'ordre, voir et être vu. Maud Escriva, présidente de l'association Victimes et Avenir, est avec nous pour en parler. Ensuite, selon un rapport du 16, 23% des Français jugent que la démocratie n'est pas le meilleur système politique existant et un Français sur deux que seul un pouvoir fort peut garantir l'ordre et la sécurité. Comment expliquer cette défiance envers le système politique? Elliot Clark, journaliste, réalisateur et fondateur de Mob, le média de la démocratie, est à nos côtés pour en parler. Les vraies voix Sud Radio. Et on commence avec cette belle association Victimes et Avenir, Aurélie Gros. Et oui, comme vous l'avez dit, les accidents de la route sont toujours trop nombreux. Et depuis 2004, la mortalité, même si elle a baissé, 14 personnes meurent encore chaque jour sur les routes de France, alors qu'ils soient responsables ou victimes. Et on met souvent en cause la jeunesse dans ces accidents mortels. Il faut le dire, c'est des milliers, plus de 5000 familles qui sont brisées dans ces accidents de la route, soit par le décès d'un proche ou
pire, son décès à soi-même. Oui. Donc on a la chance d'avoir Maud Escriva avec nous, qui est ancienne courtière en assurance et qui a décidé de créer Victimes et Avenir suite à un drame routier d'un de ses clients. Merci Maud d'être à nos côtés ce soir pour nous parler de votre belle association et nous expliquer. Alors j'aurais envie de vous poser la question, la première, racontez-nous un peu comment vous avez décidé de monter cette association et en quoi elle consiste. Bonsoir et merci à vous pour cette invitation. Alors l'association, j'étais alors courtier comme vous l'avez souligné et c'est un de mes clients qui a eu un grave accident de la circulation. Donc dans notre cursus de formation en tant qu'intermédiaire en assurance, on est formé à la gestion du sinistre matériel. En revanche, le sinistre corporel est systématiquement géré par la compagnie d'assurance. Donc, quand ce client a eu un grave accident, parce qu'aujourd'hui il est quand même paraplégique, j'ai découvert qu'on n'avait aucune connaissance en fin de compte sur la gestion de notre client et de son dossier et de son droit à indemnisation. Donc, je me suis formée et j'ai assez rapidement réalisé en fin de compte que peut-être que ma vision justement d'assureur, je pouvais peut-être avoir une plus-value, si on peut dire ça comme ça, pour accompagner les gens en fin de compte dans toutes leurs démarches. Donc l'association est née de ça et je regrette de dire que, force de constater que le succès fait que j'ai dû vendre mon cabinet d'assurance et me consacrer uniquement à l'association. Ah oui. Parce qu'effectivement, il y a un véritable manque. On n'a pas d'accompagnement en fin de compte spécialisé, c'est vraiment ce qui manque sur les accidents de la circulation où on a un nombre d'acteurs assez conséquent et en fin de compte pour les victimes c'est tout de suite très compliqué. Est-ce que vous n'êtes pas encore plus touché ? On constate que malheureusement de plus en plus de gens roulent sans permis et sans assurance, voire les deux, à l'explosion du nombre de victimes doublement d'accidents et de délits de fuite par exemple, ou de défaut d'assurance. On en constate, oui, plus. Après, j'ai envie de dire, moi, dans mon recul, dans les personnes qui me sollicitent, j'ai énormément, c'est la consommation de drogue et d'alcool. Oui. C'est vraiment ce que je vais avoir le plus. La non-assurance, j'en ai plus qu'au début. L'association aura 9 ans au mois de mars prochain. Et j'en ai de plus en plus. Mais c'est vrai que les accidents vraiment qui me remontent à moi, où les gens viennent vers moi, on a vraiment de la consommation de drogue et d'alcool. Et un petit peu d'accidents dont on parle très peu, en fin de compte, c'est les malaises. Et alors, expliquez-nous vraiment pour nos auditeurs, Maud, toute personne qui est victime d'un accident corporel et qui a besoin d'un soutien pour ses démarches et pour être suivie, peut vous contacter aujourd'hui, peut contacter l'association. Tout à fait, ils peuvent nous contacter. Alors nous, on ne fait pas du tout de suivi psychologique. Oui. Par contre, on intervient vraiment sur cette partie droit à indemnisation. Faut savoir que c'est une matière qui est très lucrative, donc qui attire pas mal d'acteurs peu scrupuleux et qui vont venir profiter de cette détresse. En fait, les gens sont dans une période de leur vie catastrophique, que ce soit en cas de décès ou que ce soit même sur les blessés graves. Vous avez toute une famille qui est impactée. Et là, vous avez des acteurs assez peu scrupuleux qui viennent en profiter. C'est un petit peu mon combat et c'est mon grand projet de 2025 avec l'association, c'est de vraiment nous faire connaître, mettre en place un guide pour que les personnes ne tombent pas dans tous les pièges qui peuvent leur être tendus dans ces moments de leur vie les plus dramatiques. Stéphane Pellet. Et je pense qu'il faudrait aussi revenir sur l'aspect citoyen, parce que finalement, on peut penser que ces questions de sécurité routière sont souvent gérées par des gens un petit peu râleurs, ou alors d'autres qui s'opposent. Il y a les modes de... on est obligé c'est un patrimoine, finalement, la route qu'on est obligé de partager. Hein, et souvent, les intérêts sont très contradictoires. Et il y a cette vision beaucoup plus citoyenne que vous incarnez. Est-ce que régulièrement, vous avez des messages à faire passer ? Et puis qu'on a ce soir un spécialiste du message citoyen, on en parlera tout à l'heure. Il y a peut-être une utilisation des réseaux sociaux, j'imagine, pour faire passer tous vos messages. Oui, on utilise les réseaux sociaux, on essaye d'innover pour trouver des solutions. On vient de lancer récemment des capsules qui sont proposées tous les vendredis. Un petit rendez-vous avec différentes... Une capsule, c'est pas un médicament, hein, on précise, c'est de la vidéo, c'est ça ? Oui, c'est de la vidéo, pardon. Voilà.
où on essaye d'informer les gens et de les sensibiliser. Dans toutes les victimes en fait qui vont me solliciter, c'est vraiment un sujet, ça arrive qu'aux autres. Et c'est toute la difficulté de sensibiliser les gens à la sécurité routière. C'est que ça n'arrive qu'aux autres. C'est ça qui est compliqué. Et on va continuer à en parler tout de suite en votre compagnie. Maud Escriva, présidente de l'association Victimes et Avenir, une association pour venir en aide des victimes d'accidents de la circulation. On se retrouve dans quelques instants pour les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Merci. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On a le plaisir de recevoir Maud Escriva, présidente de l'association Victimes et Avenir, qui aide les victimes d'accidents de la circulation. Oui, qui les aide surtout dans toute leur démarche, parce que c'est ça qui est important de dire aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, j'imagine que vous êtes dans un grand désarroi, vous êtes souvent en situation très difficile, même physiquement, et cette association, plutôt que de laisser ça à des gens qui prendraient des commissions, j'imagine que c'est ça, Maud Escriva, l'association va les aider à remplir leur formulaire, à les aider à avoir leurs indemnisations et compagnie, parce que dans ces situations-là, c'est compliqué. N'est-ce pas, Maud ? Oui, tout à fait, c'est ça. On a un réseau d'experts. Après, en tant qu'association, on n'a pas le droit de faire le recours pour les victimes auprès des compagnies d'assurance. Ça, c'est vraiment une activité qui est réservée aux avocats. Et donc, on a un réseau d'avocats spécialisés. Et s'il y a vraiment un message qu'on peut faire passer aujourd'hui, qui est à retenir et qui est vraiment important, c'est quand vous êtes victime d'un accident de la circulation et que vous avez besoin de solliciter un avocat, il faut impérativement un avocat spécialisé. Voilà, on réalise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une matière qui est tellement lucrative qu'on se retrouve avec des avocats qui prennent ces dossiers-là sans pour autant, ils se basent sur des référentiels qui existent, mais sans bien connaître la matière. Donc, c'est préjudiciable aux victimes, aux familles. Et vous avez aussi des associations qui, malheureusement, hébergent des sociétés de recours. C'est une activité illégale de la profession d'avocat. Et on tombe facilement dans le piège parce que on pense faire appel à une association. Et ça, là-dessus, il faut vraiment être vigilant. Si on a besoin d'être vraiment aidé, si on a besoin d'un avocat, il faut absolument se renseigner sur la spécialisation de l'avocat. Et quels sont les freins que rencontrent toutes ces victimes au moment de l'accident ? En quoi concrètement, on peut les aider ? J'imagine qu'il y a des retards d'indemnisation, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Mais il y a plein de choses dans le process de l'indemnisation. Vous avez déjà toute cette partie d'enquête où les victimes, bien souvent, en fait, n'ont pas d'informations. Les forces de l'ordre ne peuvent pas leur donner d'informations. Donc déjà, il y a des premiers éléments qui sont utiles au déblocage de provisions. Nous, typiquement, c'est ce qu'on va faire dans l'urgence. Vraiment, c'est aller chercher des provisions pour les frais d'obsèques, par exemple. À partir du moment où on arrive à avoir certains éléments, des renseignements concernant le véhicule tiers responsable, si notre victime elle est conductrice par exemple, on vient tout de suite écarter les exclusions de garantie, donc on vient demander aux forces de l'ordre de transmettre les résultats toxicologiques. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de le faire d'eux-mêmes, ils sont obligés de demander un avis au parquet. Le parquet dit oui dans 100% des cas. Et dans les grands combats de l'association, en fait, c'est ça, c'est de faire un circuit court pour récupérer ces éléments-là et pouvoir accompagner les victimes dans ces premières démarches urgentes, le temps ensuite qu'elles puissent rencontrer un avocat, 2 avocats, 3 avocats, parce que ce chemin-là, il est important et il leur appartient. Justement, pour ça, dites-nous précisément pourquoi vous militez, parce que je pense que vous voulez changer un des éléments de la procédure pénale pour avoir accès, je pense, plus facilement aux informations. Et on peut peut-être être nombreux à poursuivre ce combat-là. Alors tout à fait. On a pu avec donc l'ancien gouvernement, avec les équipes de Monsieur Éric Dupond-Moretti, on avait obtenu gain de cause et donc une modification de texte qui permettait que toutes les victimes d'accidents corporels, on leur transmettait systématiquement les coordonnées du véhicule tiers. Vous prenez l'exemple du piéton, par exemple, on ne va pas lui donner les coordonnées de l'assureur du véhicule qui l'a renversé. Donc, il faut se débrouiller et ça peut durer des mois avant d'avoir ces infos. Même pour les avocats, ils sont également bloqués. Ces fameux résultats toxicologiques et en cas de décès, les conclusions d'autopsie
Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'âge de la victime, de sa situation professionnelle et personnelle, on peut débloquer d'autres garanties d'assurance. Exemple, une assurance de prêt. Bon, l'assureur va vouloir savoir les causes du décès. D'accord. Et on va être rapidement bloqué. Et donc, alors, vous en êtes où justement là-dedans? Expliquez-nous, et comment on peut relayer à nouveau cette demande, parce que vous avez vu que les gouvernements changent plus vite que la procédure pénale. Tout à fait. Écoutez, il faudrait que le futur ministre de la Justice reprenne ses travaux et reste sur la lancée de ce qu'on avait obtenu. Et en fait, le ministère qui nous bloque aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur, malheureusement. Quelles sont les raisons? Comment? Quelles sont les raisons? Alors, c'est au niveau de la délégation à la sécurité routière où ils ont estimé que c'était une surcharge de travail pour les forces de l'ordre sur le terrain. En réalité, sur le terrain, les forces de l'ordre apprécient notre intervention pour la simple et bonne raison qu'ils ne se retrouvent pas avec les assureurs qui les appellent tous les 4 matins, puisqu'ils ont un autre interlocuteur, les avocats qui appellent, et aussi des fois les victimes, puisque la victime déclare à son assureur, l'assureur lui demande des pièces. Ils savent pertinemment que les victimes ne pourront pas les avoir, mais au demeurant, les victimes veulent avancer, donc retournent régulièrement dans les commissariats ou les gendarmeries. Et ce qui est malheureux, et je vous remercie de me permettre d'en parler, puisqu'on a réussi on a réussi en fait à mettre ça en place sur le tribunal de Nantes, et c'est en cours avec le tribunal de La Rochelle. Et parce que le procureur de La Rochelle était auparavant le conseiller de M. Éric Dupond-Moretti qui avait travaillé sur cette thématique-là. Donc en fait, aujourd'hui, sur ces 2 ressorts, on a la possibilité d'avoir ces documents très rapidement dès lors que les victimes mandatent l'association. Et donc il faudrait vraiment que ce soit fait partout. Et vous voulez aussi intégrer le projet du guichet unique de victimes, c'est ça ? Expliquez-nous. Alors, on aimerait beaucoup, puisque le guichet unique des victimes, ça fait une porte d'entrée. Et ensuite, aujourd'hui, c'est un véritable tabou. C'est cette fameuse spécialisation. Mais la spécialisation de la prise en charge des victimes, elle est essentielle, surtout dans ce genre de situation. On n'a pas systématiquement des victimes d'infractions pénales. Mais au demeurant, on a un droit à indemnisation. Moi, j'ai un gamin qui est décédé l'autre jour, 22 ans, on ne sait pas s'il a fait un malaise ou il s'est endormi. Bon, sa maman, elle s'est retrouvée toute seule à devoir tout gérer entre la sécu, la prévoyance avec l'employeur, oui, il n'y a pas de lien entre toutes les administrations. Exactement. Et on n'est pas dans le cadre d'une infraction pénale. Et au demeurant, on a la possibilité d'aider cette maman à recouvrir tous ses droits. Au-delà de ça, excusez-moi, au-delà de ça, Maud, est-ce que vous avez un message peut-être plus général aussi, un peu plus en termes de citoyenneté à toutes ces personnes qui utilisent tous les ressorts, comme vous dites, mais dans un autre sens du terme, de la justice, de l'indemnisation, avant qu'on vous passe aussi un petit message pour savoir comment on va pouvoir vous aider sur l'antenne de Sud Radio? Mais de manière plus générale, n'oubliez jamais déjà que ça n'arrive pas qu'aux autres, et puis ne pas rester seul dans ce genre de situation. D'accord. Et donc, appel aux associations comme la vôtre, qui existent donc depuis 9 ans, pratiquement donc une dizaine d'années. Bientôt 9 ans. Et vous êtes installé sur tout le territoire ? Alors, on est en Seine-et-Marne essentiellement, et on n'est pas sur tout le territoire. On n'a pas cette capacité, on n'a pas de subvention. Donc, bienvenue. Mais votre réseau d'avocats est situé, vous pouvez interagir un peu partout ou seulement au niveau des réseaux d'avocats, oui, on est en train de s'étendre. Aujourd'hui, on est au nombre de 8. Et voilà, donc c'est des avocats, vraiment les vrais spécialistes se déplacent partout sur le territoire. Donc c'est pas trop la proximité n'est pas trop un sujet, mais les victimes, certaines, attachent de l'importance à cette proximité. Et donc voilà, je cherche à étendre mon réseau avec des conditions aussi où on discute des honoraires des avocats, parce qu'on peut passer du simple au quadruple. Ah oui. Donc j'essaye de rester sur quelque chose de raisonnable pour les victimes. Alors, la dernière question, vous l'avez dit, vous n'avez pas de subvention.
Alors, comment on peut vous aider ? Quel appel on peut faire aux auditeurs ? Comment on peut vous aider financièrement ? Peut-on faire des dons ? Allez-y, Maude. Bien sûr, on peut faire des dons sur notre site internet, donc www.victimeetavenir.org, et donc par le biais du lien Hello Asso, et on est reconnu d'intérêt général, donc et éligible au mécénat. Donc tant les particuliers que les entreprises, du coup, peuvent avoir un avantage, une réduction fiscale en faisant un don à notre association. 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Donc, Victime et Avenir, Victime avec un S et avenir.org. Merci. Aidez-les. Merci beaucoup, Maud Escriva, présidente de Victimes et Avenir. Dans quelques instants, on va parler de complètement autre chose, de la situation de la citoyenneté et de la démocratie avec Elliot Clark, journaliste, réalisateur de Mob, le média de la démocratie. Restez bien avec nous dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et on a maintenant, mon cher Stéphane Pellet, Elliot Clark, journaliste et réalisateur de Mob, le média de la démocratie. Mais pourquoi vous disiez, Philippe, qu'il n'y a aucun rapport avec le sujet précédent ? Enfin, si, il y a un rapport, mais c'est là, plus en les fait, actions de la route. Nous sommes tous, victimes du dérapage de la démocratie. Alors ça, il fallait le chercher, celui-là, ce lien entre les deux. Donc bonsoir, Elliot Clark. Le dérapage de la démocratie, elle est très forte, celle-là. Quand même. La démocratie, en ce moment, ça dérape, non ? Ça dérape sévère. On était dans un système représentatif fort, la fameuse 5e République, et puis ça n'arrête plus de changer. Les gouvernements tiennent pas longtemps. Il y a eu des vagues de mécontentement, les gilets jaunes, etc. Et les Français en arrivent même, dans un sondage récent, à dire qu'ils ne sont plus autant que ça attachés à la démocratie. 23% même sont prêts pratiquement à changer de système. Bon, on a vu que les dictatures, ça marche pas non plus très longtemps, puisqu'il y a des endroits où on est capable de renverser les dictateurs. Enfin, il y en a qui durent depuis longtemps quand même. Et on salue, quoi qu'il en soit, d'ailleurs, pour ceux qui sont là-bas, une partie, en tous les cas, les démocrates, j'espère, qui vont pas trop subir non plus ces changements dans ce pays, la Syrie. Donc, Elliot Clark, vous avez créé un média, Mob. Alors, je sais pas, vous nous direz exactement ce que cet acronyme veut dire. Vous avez créé un média pour vraiment parler de la démocratie, chercher des contenus pédagogiques. C'est assez récent comme lancement, donc allez-y, racontez-nous cette belle aventure. Et bonsoir, merci pour l'invitation. Donc oui, on a lancé Mob il y a 1 an. Mob, c'est un média vidéo 100% en ligne et gratuit, dédié aux enjeux de démocratie. Donc la démocratie au sens large. On essaye justement de ne pas parler que des institutions politiques et de faire du commentaire politique, même si ça nous intéresse beaucoup et qu'on trouve ça hyper important. On essaie aussi de parler de la démocratie partout. Donc la démocratie aussi à l'école, comment elle est enseignée, comment elle est pratiquée, et comment on fabrique nos citoyens de demain, et la démocratie au travail. 68% des salariés en France, par exemple, considèrent qu'ils ne sont pas assez pris en compte dans les prises de décision collectives en entreprise, et c'est aussi ça la démocratie. Comment vous vous êtes rendu compte qu'il fallait créer quelque chose ? C'est parce qu'on a le sentiment qu'avec la télé d'information continue, les réseaux sociaux, finalement les Français seraient très acculturés aux questions démocratiques, et ils seraient presque incollables. Comment vous vous êtes rendu compte qu'au contraire, peut-être, ils connaissent encore moins le système qu'avant, on va dire? Je ne sais pas s'ils connaissent moins le système qu'avant. Je pense qu'en fait, on n'a jamais... Et c'est un peu notre parti pris, c'est pour ça qu'on pense qu'on est les seuls à faire ça en vidéo. En tout cas, il y a d'autres médias qui se lancent là-dessus, en presse papier, mais en vidéo, personne n'a jamais raconté la démocratie. On parle toujours de politique, où on va parler d'actualité écologique, d'actualité au travail, comme j'ai pu le dire, mais jamais en mettant la démocratie au centre des sujets qu'on va traiter. La démocratie, c'est toujours l'outil, mais c'est jamais le sujet en lui-même. Et comme vous le disiez, la 5e République, un petit peu malade, un petit peu fatiguée peut-être. À force, elle va quand même être à l'âge de la retraite, et il serait peut-être temps qu'elle la prenne, sa retraite. Et donc, analyser pourquoi la 5e République a des problèmes, et surtout les pistes de solutions et les alternatives qu'on pourrait trouver à ça, donc à nos institutions, au travail ou à l'école. C'est un peu le but de Mob, c'est...
expliquer tout ça. Vous n'avez pas dit d'ailleurs, excuse-moi Philippe, MOB, M-O-B, pourquoi? MOB pour mobilisation en français, et on trouvait que c'était cool aussi parce qu'en anglais c'est la foule. Ouais, et l'idée c'est que ce soit un média citoyen. Donc c'est une mob pour la démocratie. Et parfois on peut même déraper avec une mob. Ça c'est notre réalisateur Maxime qui l'a fait dans le casque, et elle est vraiment très bonne au sujet. Vous dites que pour vous la 5e République, il faut qu'elle prenne sa retraite. Bon, elle a atteint 64 ans, de peu, 58. J'avais pas remarqué le absolument. Truc, là. Bravo. Mais est-ce que le problème, plus que les institutions, ce serait pas le personnel politique ? Ça va se perdre. Parce que quand vous commencez avec, je sais pas moi, le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, qui sont députés, et que vous passez à la représentation nationale aujourd'hui, il y a quand même 2 salles, 2 ambiances. Et c'est surtout qu'on a quand même 3/4 des Français qui considèrent que tous les hommes et femmes politiques sont déconnectés des réalités des citoyens. C'est quand même le sondage et le constat d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors, quand on parle des institutions, mais ce qui fait que cette classe politique et ce personnel politique arrivent au pouvoir, c'est aussi les institutions. C'est les élections telles qu'elles sont organisées, c'est les modalités de scrutin, par exemple. On parle beaucoup, nous, de réfléchir à d'autres manières d'élire nos représentants. Ça peut être aussi les choisir au tirage au sort, comme le défendent certaines associations ou initiatives. Ça peut être utiliser le jugement majoritaire pour essayer d'affiner nos choix quand on va élire nos représentants, plutôt que de juste en choisir un ou une qui va nous diriger. Mais on pense quand même que nos institutions ont un problème quand même de hiérarchie, comme au travail en fait. Pourquoi on aurait un chef d'entreprise, aujourd'hui Emmanuel Macron, qui déciderait de tout seul? Est-ce que c'est vraiment le régime dans lequel on a envie de grandir? Aurélie Gros. Alors moi, il y a un chiffre qui m'a interrogé, c'est les 25% des Français les moins attachés à la démocratie sont les jeunes. C'est pour ça que vous faites beaucoup d'éducation à la démocratie. Dans les écoles, vous faites comment quand vous allez voir les jeunes? Vous leur parlez de quoi? Bon alors du coup, moi je viens de l'éducation populaire, de l'éducation aux médias, donc j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, c'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de fonder ce média, c'est de former les citoyens de demain. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes? En fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont à dire. Moi je trouve qu'on leur laisse pas assez la parole. Et typiquement, c'est encore une vidéo qu'on a fait récemment sur l'UNICEF qui vient de sortir son rapport en disant qu'il faudrait abaisser le droit de vote à 16 ans. C'est une des pistes qui pourrait, par exemple, aider à faire participer les jeunes dans un cadre où ils sont encore accompagnés par des adultes. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai envie de... Enfin, faut pas que les papa-maman aient avec eux dans l'isoloir quand même dans ces cas-là. C'est une des résolutions de Idéal Citoyen, notamment le droit de vote à 16 ans. Mais alors nous, on avait ciblé plus sur les élections municipales et les élections européennes, puisque dans beaucoup de pays, les jeunes votent à 16 ans pour les élections européennes. C'est un vrai problème d'ailleurs en termes de démocratie, de voir que sur cette élection européenne, certains pays, c'est à partir de 16 ans, nous, c'est à partir de 18. Voilà, il y a peut-être aussi une incompréhension de notre institution à ce niveau-là. Bah, c'est pour ça que l'UNICEF demande une normalisation de tout ça à l'échelle européenne. Nous, notre média, on part du principe qu'il faut justement leur parler à ces jeunes. Donc c'est un peu le but, c'est pour ça qu'on est sur les réseaux, c'est pour ça qu'on fait des capsules vidéo, je précise. Donc, parce que pour expliquer ce média, donc en fait, en scrollant, en surfant, enfin bref, on tombe dessus. Il faut aller plutôt sur quel réseau pour vous trouver? Alors notre plateforme de prédilection, on s'est pensé pour Instagram au départ. Même si on essaye d'être sur toutes les plateformes, donc vous nous trouvez sur tous les réseaux, il suffit de taper Mob Démocratie dans votre moteur de recherche ou sur votre réseau, vous nous trouverez, normalement. Et c'est à quel rythme que vous sortez des informations? C'est hebdomadaire, parce que la vidéo, voilà, ça prend du temps et on essaie quand même de faire des sujets fournis. C'est de la vulgarisation, c'est de la simplification, on essaye vraiment d'expliquer les choses simplement pour que ça touche le plus grand nombre. Mais c'est quand même, voilà, aller chercher des spécialistes pour faire des entretiens, aller faire des reportages de terrain. Et quel est le dernier sujet là de cette semaine? Le dernier sujet, c'est, vu qu'on parlait de classe politique, le dernier sujet c'était sur la parité sociale en politique. Donc c'est l'idée de dire, on n'a pas assez de représentants des classes populaires à l'Assemblée par exemple, où en fait ça a toujours été le cas ou presque. Ça a toujours été le cas, mais du coup ça peut changer. Oui. Mais voilà, il y a 8 ouvriers, 25 employés à l'Assemblée, alors qu'on est 45%. Oui, de et j'espère que vous dépasserez cette fameuse représentation d'image qui est qu'il y a des gens en ce moment à l'Assemblée qui ont l'air d'être des gens proches
du peuple. Et puis quand on regarde bien, on gratte fils de haut fonctionnaire et maman ambassadrice. Bon, mais ça donne quelqu'un d'un peu débraillé à l'Assemblée. Et on a l'impression qu'il est proche du peuple. Voilà. C'est tout le travail justement du dernier sujet qu'on a traité, de démocratiser la politique. On vous invite à regarder ce qu'ils font, qui essaient de faire un rapport où ils vont chercher justement tous ces chiffres. Aurélie parlait des 25% de jeunes qui sont les moins attachés et également les personnes défavorisées. Est-ce que c'est pas le symptôme de l'échec? Désolé, ça va faire vieux, vous voyez ce que je veux dire, mais les gens de ma génération, nos parents pensaient qu'on progresserait et que leurs petits-enfants progresseraient. Nous, notre génération, ça stagne, voire ça baisse. Est-ce que c'est pas la preuve d'une perte d'espoir des gens? Moi, je crois que... En termes d'ascenseur social. Enfin, il y a toujours l'ascenseur, mais il descend au lieu de monter où il est en panne. C'est sûr. Je pense que ce chiffre de 23%, en fait, les gens ne sont pas attachés à la démocratie, je pense, parce qu'il y a une incompréhension sur ce que ça veut dire, la démocratie. 23% de gens, je pense que ces gens ne sont pas attachés à la dictature, si on leur posait la question comme ça. Donc il y a une question de formulation dans les sondages, c'est toujours compliqué. Bien sûr. Et je pense que pour la plupart des gens, quand ils ont répondu ça, je sais pas, faudrait leur demander, mais c'était à la démocratie représentative. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de montrer aussi, c'est qu'il y a 3 modèles de démocratie. Il y a la représentative, c'est le système où on est. Il y a la délibérative, où on va beaucoup plus consulter les citoyens, les citoyennes. Et typiquement, le G500 que vous organisez, je trouve ça très bien là-dessus. Et après, il y a la démocratie directe. Donc, par exemple, il y a des gens qui défendent le RIC pour que le référendum d'initiative citoyenne soit normalisé et même il y a aussi la prise en compte du vote blanc. Peut-être que c'est une demande aussi, pourquoi on va voter si on ne prend pas en compte nos votes. Donc je pense que ça, c'est aussi un sujet... c'est intéressant que vous parliez ça, parce que justement, c'est de là qu'est né Mob. À la base, c'était je défendais une pétition pour la reconnaissance du vote blanc. Eh bien, justement, on va faire une petite pause pour réaliser comment améliorer les choses avec vous. On vote ou pas? Si vous voulez. On vote pour la pause, mais là, on n'a pas le choix, sinon c'est Maxime qui nous coupe le sifflet. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Depuis le 7 juillet, il y a une contestation qui est forte dans le pays. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On a le plaisir de se recevoir Elliott Clark, journaliste réalisateur de Mob, le média de la démocratie. On a dû faire la pause, si c'est passé sans vote, et vous vouliez prendre la parole, je crois, Stéphane Pellet. Pour remercier à nouveau Elliott Clark d'être là et donc de nous raconter cette aventure, ce lancement d'un média, donc autour des réseaux sociaux, principalement Instagram, mais pas que. Chaque semaine, vous publiez des informations, des reportages, des vidéos. Vous allez peut-être à nouveau nous raconter comment ça fonctionne pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis après, j'aurais tendance à vous poser la question, malheureusement, à laquelle il fallait s'attendre comme journaliste. Quelle est la place des médias dans le fonctionnement démocratique? Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, ils jouent un rôle, on va dire, positif, ou si au contraire, ils nous tendent pas un petit piège pour nous enfoncer un peu plus? Hyper intéressant, parce que justement dans tous les piliers démocratiques que je racontais tout à l'heure, j'ai pas évoqué les médias qui en font pourtant partie. Et c'est hyper important d'avoir des médias indépendants, à la fois de la puissance publique, mais aussi de milliardaires. On sait que 11 milliardaires contrôlent beaucoup de nos médias, donc c'est important quand même d'en avoir qui sont indépendants. Je dis pas que faut que ça, mais c'est bien quand même. Donc voilà, les médias évidemment ont une place à jouer. Moi, ce que je dis toujours, c'est je suis très content d'avoir fait un média, je suis très content qu'il y en ait plein d'autres, et il y en a plein d'autres qui font très bien leur travail. L'important, c'est d'avoir des médias accessibles, donc gratuits. C'est aussi notre positionnement à Mob. Et c'est pour ça qu'on produit, nous, notre contenu, pour revenir au début de la question, de manière hebdomadaire, gratuite, accessible en ligne. Une vidéo, une infographie par semaine. Donc la semaine écoulée, où là, en ce moment on trouve quoi comme contenu sur Mob, la démocratie? Et là je vous parlais de parité sociale, mais justement pour filer cette idée des médias, on a parlé de Coop Média, qui est donc une coopérative, donc elle-même avec un financement un fonctionnement démocratique dans la structure, une coopérative qui essaye de faire une levée de fonds de plusieurs millions d'euros pour financer des médias indépendants et justement contrer ce pouvoir des grandes puissances financières. Comment expliquez-vous, il y a une crise de la démocratie, ça n'a échappé à personne, qu'il y ait aussi peu d'adhérents dans les partis politiques, mais aussi peu d'adhérents dans les syndicats aujourd'hui?
sûrement un problème de médiatisation, justement, de l'utilité de tout ça. Le premier sujet était intéressant là-dessus aussi, c'est qu'il y a un travail de plaidoyer à faire sur l'importance des partis politiques, l'importance des syndicats, et historiquement et actuellement. Et je pense que le but d'un média comme le nôtre, c'est aussi de dire, regardez ce qui existe, regardez ces initiatives, par exemple à l'image du Labo des partis. Le Labo des partis, personne n'en a entendu parler, c'est pourtant une initiative qui essaye de montrer comment on pourrait changer les partis politiques pour améliorer notre système démocratique, sans pour le coup jeter la Ve République à la poubelle. C'est le parti politique du futur, le Labo des partis, c'est très intéressant, et c'est vrai qu'aujourd'hui on observe une méfiance vis-à-vis des syndicats et des partis politiques, mais un engagement toujours aussi fort dans le milieu associatif. Donc je trouve que c'est un rapport intéressant par rapport à ta question. Comment vous expliquez ça, que les gens s'attachent plus aux associations qu'aux syndicats et aux partis ? Peut-être qu'ils se sentent un peu moins trahis. Je pense qu'il y a quand même une défiance envers la classe politique qui a un terreau. Il y a beaucoup d'affaires. Typiquement, on parlait des élections européennes beaucoup récemment. Un quart des eurodéputés étaient concernés par des affaires lors de la dernière mandature, de corruption ou de conflit d'intérêts. Et donc, en fait, il y a un vrai problème de confiance en la classe politique. Et d'ailleurs, sur les élections européennes, ça vous choque pas en tant que média que lors de ces élections, seul, je sais pas moi, sur les, je sais pas combien de listes, il y en avait quand même un paquet. Un tout petit pourcentage ait été entendu sur les médias et que les autres n'aient pas été entendus. Ça, c'est une vraie question. Mais vrai sujet. Parce que théoriquement, toutes les listes devraient partir à égalité. Mais on a la même chose quand c'est un homme ou une femme et le peuple, c'est la présidentielle, hein, où les grands partis ont beaucoup plus de temps de parole que les petits candidats. Et ça a un impact, c'est pour ça que les médias, avoir des médias indépendants et en même temps contrôlés par certaines instances, typiquement l'Arcom qui a un travail à faire sur le contrôle des médias, de la part d'audience et surtout quand on parle de politique, c'est hyper important. On a bien vu typiquement pour les européennes, quand on regarde l'audience de Jordan Bardella et le score qu'il a fait, c'est quasiment... Enfin, voilà, c'est la même part. Alors justement, vous venez dans les médias, je rappelle que les médias, nous avons nous avons des obligations de temps de parole par parti. Alors c'est une usine à gaz. On les rend à la seconde près lors de chaque campagne électorale et on est tenu de très près de les respecter. Bien sûr. Je respecte, c'est pas les médias qui choisissent, c'est ce que la loi leur impose. Hein. Oui. Alors vous faites un travail que vous souhaitez aussi pédagogique d'une certaine manière, parce que vous venez de ce monde-là, l'éducation prioritaire, pédagogique au sens éducatif, au sens large. Vous souhaiteriez que un certain nombre d'autres acteurs, peut-être l'éducation nationale, peut-être d'autres secteurs associatifs, les collectivités, utilisent vos capsules, votre contenu. Comment ils peuvent faire ? Bonne piste de partenariat. L'éducation nationale, j'avais pas pensé. C'est bien, vous lancez merci. On prend des idées ce soir. Non, évidemment, on aimerait avoir un pôle d'éducation aux médias. C'est en cours de lancement. Pour l'instant, on le fait à côté pour pouvoir justement donner du temps à MOB. L'éducation aux médias et à la citoyenneté, c'est essentiel. Et pour l'instant, l'EMC, donc l'éducation morale et civique à l'école, n'est pas assez... importante, et donc on aimerait bien, participer à ça. Je dis ça parce que quand même beaucoup de jeunes qui vont peut-être voter un jour à 16 ans, si jamais vos projets arrivent à maturité, ils ont besoin de comprendre aussi, et ils vont beaucoup sur les réseaux sociaux pour s'informer. J'espère toucher cette génération. On a créé MOB pour faire un média dédié plutôt aux 18-35 ans. C'est un peu le cœur de cible. C'est ça. En dessous de 18 ans, je pense que je suis déjà trop vieux pour essayer de les avoir, donc je laisse d'autres gens faire qui le font très bien. Mais je pense que les 18-35 ans sont vraiment les citoyens et citoyennes de demain, et c'est eux qu'on essaye de... Et alors, concrètement, parce que vous n'avez pas de financement public, vous êtes une association, mais comment on peut vous aider pour que ce média perdure et grossisse et devienne incontournable ? Écoutez, déjà en nous consultant, plus on aura de visibilité, de gens qui nous suivent, plus on pourra justement aller chercher des financements. Mais on est en plein financement participatif à la veille des fêtes. Si vous voulez nous faire un cadeau de Noël à nous, n'hésitez pas. C'est à partir de 1 €, c'est sur Hello Asso. Vous tapez, vous trouverez tout ça sur Mob Démocratie, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais voilà, on prend les dons citoyens pour l'instant, et après on se finance grâce à des vidéos de communication ou de l'éducation aux médias. Donc Mob démocratie.fr ? Non, c'est quoi ? Mob Démocratie, c'est mob-media.info, notre site. Oui. Mob-media.info, donc on vient sur votre site et on fait « Je veux financer ». Et vous trouverez le financement, mais c'est plus simple directement sur vos réseaux. En 2 clics, vous n'avez même pas besoin de trouver notre site. Génial. Bravo. Génial. Si vous avez des dons à faire, c'est sur Hello Asso, et c'est défiscalisable également.
Non, on n'a pas le statut de... Malheureusement, on est en pleine demande, donc tant qu'on est en demande, c'est pas défiscalisé, désolé. On dit au préfet, parce que de votre département, vous avez déposé vos statuts, qu'il y a intérêt qu'il vous donne vite cette marque d'intérêt général. On espère. Allez. Merci beaucoup, Elliot Clark, journaliste et réalisateur de Mob, le média de la démocratie. Merci Aurélie Gros. Merci Stéphane Delon. On vous retrouve bien évidemment lundi prochaine. Allez, tout de suite, Cyprien Bétou, qui fait le remplaçant de luxe de notre ami François Trio aujourd'hui, pour parler rugby. Et Dieu sait s'ils se sont passés des choses belle pour les clubs français ce week-end en Coupe d'Europe. C'est ça, je vais essayer d'être à la hauteur de François. J'ai chauffé les épaules, on va voir. En tout cas, il s'est passé plein de choses. 8 clubs français engagés en Champions Cup ce week-end, 6 victoires. Et on aura notamment le grand président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, à 20h15, en direct dans l'émission. Génial. Et puis quel match du Stade Toulousain hier, hein. La première mi-temps, alors celle-là, on a atomisé le Ulster. Là, j'étais devant la télé. Bonus offensif assuré au bout de la 30e minute, ça veut dire que ça a déroulé facile. Oui, ça a déroulé facile. Et quand on se permet de sortir la charnière à l'heure de jeu en disant bon là maintenant on les a pliés, c'est bien. Le taf est fait, merci, au revoir. Le taf est fait. Et puis bravo aussi à Toulon qui a fait un super match en Afrique du Sud. Et l'UBB avec un essai de fou de Biel Biarré. Le rugby, c'est sur Sud Radio bien évidemment. Merci beaucoup à tous. On se retrouve demain à 17h pour les vraies voix avec Cécile de Ménibus. Et tout de suite, Sud Radio à votre service.